exposer un petit peu tout ce qui est les méthodes techniques universitaires. Et en plus, nous exposer un petit peu tout ce qui est réseau professionnel. Bon, nous tous, nous sommes venus ici pour apprendre, mais aussi s'insérer professionnellement, c'est quelque chose de primordial. Parce qu'après les études, nombreux sont qui sont là, qui n'ont rien à faire. Ils n'ont pas de boulot, ils ne trouvent pas de travail, ils se disent qu'on est des étrangers, on ne peut pas s'insérer professionnellement ici à La Réunion. Donc heureusement, nous avons ici Kassir, il était étudiant comme nous. Aujourd'hui, on peut dire qu'il est parmi les professionnels d'ici à La Réunion, il travaille à la mairie. Donc il a préféré aujourd'hui venir nous exposer un petit peu les méthodes qu'il a utilisées, ou bien les méthodes à utiliser afin d'atteindre nos objectifs qui sont la réussite de nos études. Après ça, il va expliquer un petit peu comment se créer le réseau professionnel. Parce que le monde professionnel, ça se commence dès la première année où on a mis les pas à l'université. On n'attend pas à la fin de nos études et dire que voilà, je vais m'insérer professionnellement. Il faut créer les réseaux dès maintenant. Et ce réseau, ça se crée à partir de l'université. Donc, il est là aujourd'hui pour nous exposer un petit peu son parcours, surtout les méthodes qu'il a utilisées pour arriver là aujourd'hui, et nous inciter aussi à copier ou bien à imiter ces démarches qu'il a fait, ou bien ces procédures qu'il a entamées jusqu'à ce qu'il arrive là aujourd'hui. Donc, sans trop tarder, je vais passer la parole à M. Kassir de continuer le séminaire. Merci beaucoup. Assalamu alaikum, bonjour tout le monde. Je vous remercie déjà d'être venu parce qu'il faut dire que les primos arrivants, ceux qui sont venus cette année et ceux qui sont là depuis l'année dernière, et ceux qui sont là depuis longtemps, donc un seul objectif, c'est de réussir leurs études et in fine avoir un travail en lien avec l'étude que vous avez entamé et que j'espère, Inch'Allah, ça va aboutir. Néanmoins, le chemin est semé d'embûches. On a un projet dans la tête, on veut arriver jusqu'au bout. On a une ligne de vie qui commence depuis la naissance et qui se termine à la mort. Dans cette ligne de vie, on essaie de combler. Comment on le fait? C'est la grande question. Et ça ne veut pas dire que ce mystère, il n'y a pas de solution qui permet d'y arriver. Il y a ceux qui viennent au monde avec une fourchette d'or dans la bouche et qui arrivent facilement parce que les parents sont riches, parce que les parents sont connus, parce qu'ils ont un réseau déjà établi, donc ils héritent. Il y a les autres qui doivent tout construire d'eux-mêmes. Donc quand vous êtes arrivé à l'université, vous êtes arrivé dans un environnement qui vous est inconnu. Parce que la plupart d'entre nous, on vient de loin, on vient de comment? Moi je suis promo de 2000, je suis arrivé. Il y a ceux qui viennent de Madagascar, il y a ceux qui viennent d'Afrique, il y a ceux qui viennent de partout. Mais on est arrivé à La Réunion. Et à La Réunion, il faudra conjuguer avec des nouvelles méthodes de vie, des nouvelles modes de vie, des nouvelles cultures, etc. Et il faut trouver sa place. Donc avant de débuter sur les méthodes qui permettent de réussir, j'ai essayé d'identifier 10 types d'étudiants que vous pouvez rencontrer à l'université, que peut-être vous allez vous reconnaître parmi vous, dans ces 10 types d'étudiants, et que ces personnes-là, forcément, ils seront dans votre entourage, il faudra vivre avec eux. Soit vous êtes comme ça, soit vous n'êtes pas comme ça, mais en tout cas, vous êtes obligé de vivre avec eux parce que vous êtes à l'université et que vous fréquentez ces personnes. On rencontre un étudiant, ce qu'on appelle l'intello. Alors, l'intello, lui, il vient à l'université, il a eu son bac avec mention, tout ce qui l'intéresse, c'est les études. Il se lève le matin, il se balade avec des livres à la main, tu vas à la bibliothèque pour demander un code civil, il n'y en a pas parce qu'il l'a déjà réservé, ça fait 3 mois, il le garde chez lui. Tout ce qui l'intéresse, c'est les études. Il ne parle qu'études, il se lève le matin, à la fac, il revient chez lui, il dort avec ses livres, il n'y a que ça qui l'intéresse, rien d'autre. Donc il ne s'intéresse pas aux sorties, il ne s'intéresse pas au cinéma, au sport, rien du tout. Ce type de personne, on le reconnaît facilement. Il y en a forcément un dans votre salle de cours.
tout, il connaît tout. Deuxième, le je sais tout. Ce type de personne, tout ce que vous dites, il sait. Tout ce qu'on interroge, il est au courant. Le monsieur je sais tout. Là, sûrement, il y en a un parmi votre environnement. Et un jour ou l'autre, on va vous demander de faire un travail de groupe avec lui. Et impossible de caler une opinion. Parce que tout ce que vous allez proposer, il sait déjà. Et il vous dira, non, ça c'est pas une bonne idée, suivez la mienne. Mais malheureusement, quand on regarde les notes après, souvent, il ne dépasse pas les 10. Et à chaque fois, il va avoir le calice de dire, ah, j'ai une malchance. Je savais, tout le temps, il dira ça. Mais il faut vivre avec lui. Que ce soit dans le monde universitaire, que ce soit dans le monde professionnel, parce que vous allez évoluer petit à petit. Troisième, vous avez le pique-assiette. Alors le pique-assiette, c'est le mec qui ne fout rien. C'est un travail de groupe, il va être là, il ne va rien faire, il va attendre que vous allez tout gâcher le travail et il va s'incruster. Bah, c'est un travail d'équipe, non, j'ai mis présent. Donc la note, on partage. C'est le petit malin du groupe. Et ça, même dans le monde professionnel, vous allez voir, il y en aura. Il y a même des petits chefs qui sont les pique-assiettes. Vous bâchez tout le travail et devant les hiérarchies, il va dire c'est moi qui ai fait. Et vous ne pouvez rien faire parce que c'est votre chef. Et dans le groupe, pareil. Vous avez aussi le feignant. Alors lui, c'est le top. Il ne fait jamais rien. Il inscrit à la fac, ça fait déjà 10 ans. Il ne fout jamais rien. Il ne va jamais en cours. Il s'inscrit. Il y a même un exemple, hein, le directeur du magazine Métis, un grand ami à moi qui était ici avec moi. Quand je suis arrivé en 2000, c'était la 5e année qu'il était en 2A. Il avait encore commencé sa thèse en histoire. Jusqu'à ce que je sois parti, il n'a jamais fini son 2A d'histoire. Chaque année, je crois qu'il est resté au cours pendant 20 ans. Comment il faisait, on ne comprenait pas. Mais il n'avait jamais le temps, il est trop fatigué, c'est trop dur, il se plaint tout le temps. Cinquièmement, vous avez le modeste. Lui, c'est le meilleur. Il ne sait jamais rien. Il dit toujours peut-être. Mais quand on regarde les notes, il gagne des 18, des 17. Et après, il va dire oh, Jacob Céline, c'est un coup de chance. Mais en fait, c'est le petit malin, c'est le plus intelligent de tout. Il fait toujours le modeste quand vous posez une question. Ah, je sais pas. Ah, peut-être. Hein. Mais c'est le meilleur. Vous allez aussi le rencontrer. Vous avez aussi l'envieux. Alors lui, même dans votre entourage, il est jaloux pour rien. Vous avez acheté un iPhone? Oh, la chance. Vous avez réussi à avoir un 12 et lui un 10. Comment t'as fait? Il est tout le temps en train d'envier. Tout le temps. Peu importe, pour un oui, pour un non, il se sent toujours malchanceux et il envie les autres. Et vous avez le malchanceux, le maître de la poisse. Il peut passer toutes ses semaines à étudier. À chaque fois qu'il va à l'examen, mais il a toujours un 9, un 8. Et on ne comprend pas pourquoi. Il étudie tout le temps. J'ai un ami, en métropole, qui était inscrit en LEA, langue étrangère. Un Comorien, le mec qui parle anglais couramment, espagnol couramment, français couramment. Mais à chaque fois qu'il va à l'examen, soit il se réveille en retard, donc il rate l'examen, soit il a une migraine, soit dans l'épreuve de gestion, son cerveau bloque, il n'a même pas calculé 1 plus 1. Et il a triplé son LEA. Il a fini par arrêter. Je lui ai dit arrête, ça sert à rien. Fais autre chose. Maintenant il travaille, là il a arrêté. Lui c'est le malchanceux. Il n'a rien demandé, il fait tous les efforts, mais il n'a jamais de chance. Le bizarre. Alors lui, déjà il faut vérifier s'il n'a pas de casier judiciaire, c'est pas un psychopathe, parce qu'il fait toujours des trucs bizarres. Toujours. On ne comprend jamais sa logique. Il y en avait un Maoré l'année dernière ici qui était en mathématiques. Pareil. À chaque fois qu'il y avait un travail de groupe, le gars il vient, il engueule tout le monde, il insulte tout le monde,
et il claque la porte, il se casse, sans raison. On ne comprenait pas pourquoi il faisait ça. Mais il y a certaines personnes qui sont bizarres auxquelles on peut compter sur eux. Une fois que vous allez vérifier qu'il n'est pas dangereux, il peut être bizarre, mais il peut être serviable aussi. Parce que quand il faut aller réclamer quelque chose et qu'on n'ose pas, on peut l'envoyer. Comme il est bizarre, ça passe. Ça court tout seul. Tout le monde sait qu'il est bizarre. Donc quand il gueule, il va crier, insulter le prof ou dans un travail de groupe, c'est pas grave, il est bizarre, c'est dans sa nature. Donc ça passe. C'est un moyen de faire passer des messages. Et il y a le snob. Alors lui, dès la première année, il débarque à la fac avec un BMW, des sacs Chanel, des chaussures Gucci, l'iPhone 7 à 1200 €, je ne comprends pas. Ils ne fréquentent jamais le bas peuple, ils sont toujours entre eux. Et si tu as le malheur de lui poser une question, tu regardes toujours de bons âges, tu vas regarder le planning, je ne sais pas. Ils ne te calculent même pas. Ça, vous croisez à la fois aussi le snob. Il est là, mais en fait, il fait clairement comprendre que ce n'est pas sa place. Vous êtes trop bas pour moi. Et vous avez le social. Alors lui, c'est le top. Il est toujours partout. Sa page Facebook est alimentée H24 de tous les événements qu'il y a. Il est toujours là, présent, à donner des conseils, à aider tout le monde, à être dans les activités sociales, à tendre la main. C'est le mec le plus parfait qu'on peut trouver, ou la femme. Et généralement, quand il est dans le besoin, personne n'est là pour lui. Il se retrouve toujours dans la mouise. Il aide tout le monde, et quand il veut de l'aide, personne n'est là. Mais c'est dans sa nature. Alors, avant de commencer réellement le sujet, j'avais demandé un petit témoignage d'un étudiant pour qu'il explique un peu ce qu'il vit. Est-ce que quelqu'un peut témoigner? Parce que apparemment, il n'est pas venu. Juste un petit mot. Enfin, un petit mot. Les difficultés que tu rencontres cette année quand tu es arrivé. Tu veux dire? Un petit mot. Pas ta vie privée, hein, juste à la fac, ce que tu rencontres comme... Bien. Un petit mot. Bonjour. Je suis arrivé cette année. Je suis à 1033. D'accord. C'est que je rencontre ici. Vous pouvez parler un peu plus fort, s'il vous plaît. C'est juste le fait de s'intégrer et la façon dont on apprend les choses ici, c'est un peu différent pour moi. Moi, j'ai fait mes 3 ans en Bolivie, du coup, là-bas, c'est vraiment trop différent d'ici. Ici, on a vraiment besoin de travailler, il faut vraiment travailler plus. Et aussi, les cours, pour prendre en note, je n'arrive pas à prendre en note du tout. Je vais en cours, je m'assois, j'attends le prof. Moi, je pense qu'il explique, apparemment, il dicte le cours même. Du coup, moi, je reste là et j'attends que le prof dicte alors que le cours est fini. Et là, on sort. Parfois, je me dis qu'au lieu d'aller dans le cours magistral, il vaut mieux que je me cherche ailleurs. C'est ce que je fais trop souvent. Je suis détaillé, les cours magistraux, j'essaie de chercher un peu ces difficultés que, je ne sais pas, peut-être dans l'avenir ça changera. Mais pour l'instant, ça craint. Et après, c'est pas trop compliqué en fait. C'est un peu les mêmes trucs, mais ils sont différents. Bon, c'est le même truc, mais c'est différent. Là, au moins, on a retenu. Alors, si vous avez entendu son discours, et ce n'est pas étonnant, il l'a dit, je suis sûr que la plupart d'entre vous le vivent aussi. Premièrement, c'est le manque de repères. Il vient de Mvuni, là-bas on a une certaine manière de vivre autrement, certaine manière. On a cette habitude qu'au lycée, le prof il vient, il s'assoit, il explique le cours, on note, il explique, il dit partie 1, partie 2, et noté, etc. On vient en France, il n'est pas du tout pareil, absolument pas. Il y a aussi le biais du cours magistral, parce que la méthodologie au commande, ce n'est pas vraiment des cours magistrales, mais c'est une dictée de cours. C'est dicté de cours. Et ici, quand on vient, les profs ils font des cours magistraux. Comme il a dit, on attend le moment qu'il va dicter le cours, alors que là, lui,
dis ces trucs, c'est à toi de prendre des notes. Donc cette adaptation à la méthodologie joue un facteur vraiment dans l'échec, dans les difficultés de l'étudiant. Et c'est pareil pour tout le monde, n'a pas que lui. Je pense aussi que tout à l'heure, quand elle a fini son discours, elle disait que c'est un peu la même chose, mais c'est différent. C'est plutôt par rapport à la manière d'aborder les choses. C'est le même cours, le même programme, mais comme il dit, la prise de notes n'est pas un truc donné chez lui. Et comme il n'y a pas, au final, il voit les mêmes choses qu'il voyait tout moi, et au final, il est perdu. Je crois que c'est dans ce sens-là. Alors, c'est ce que les sociologues appellent la désorientation cognitive. C'est-à-dire que vous changez d'environnement, votre cerveau interne, en fait, doit s'adapter à ce nouvel environnement. Et cet nouvel environnement, en fait, il va chercher automatiquement, d'une manière innée, les similitudes. Et cette similitude, on est sur une île. Les Comores, c'est une île. Presque le même temps, on a les arbres, le même paysage, etc. La première chose que l'être humain fait, c'est d'aller chercher les similitudes. Et après, quand on débarque en cours, on voit que les chapitres, les titres, les paragraphes, les machins, ça nous évoque quelque chose, ça nous parle. Mais c'est dit d'une manière différente. Donc, l'être humain va essayer instinctivement à aller s'adapter à cet environnement-là. Sauf que certaines personnes y arrivent très rapidement et d'autres non. Donc, parmi les difficultés que les étudiants de première année ou les primos arrivants rencontrent, c'est justement cette désorientation environnementale. Et ça, quand on s'isole, mais ça s'agrandit, ça s'accroît. Il faut s'ouvrir. Et la plupart des étudiants, malheureusement, s'isolent. Ça, je vais développer un peu plus. Mais vu que vous êtes tous des étudiants, est-ce que quelqu'un peut me donner la définition d'un étudiant? Qu'est-ce qu'un étudiant? Quelqu'un peut me donner une définition d'un étudiant? C'est quand même bizarre, hein, vous êtes tous des étudiants, vous ne connaissez pas la définition. Ah, tu le vois comme ça, comme un travail. Mais j'ai une question. Est-ce qu'il y a une définition précise à cela? Ah, donnez votre définition. Mais voilà, c'est-à-dire c'est large, c'est vague. Plusieurs sortes de définitions. Et voilà. Donnez-moi un, elle a dit que c'est un travail. Il n'y a pas de salaire. C'est une personne qui est... Ah, c'est déjà un bon début. C'est déjà un bon début. Oui. Qui fait des études supérieures? Qui fait des études supérieures. Pas encore. Oui. C'est en phase d'apprentissage pour entrer dans la vie professionnelle. Phase d'apprentissage pour entrer dans la vie professionnelle. Quoi encore? C'est toutes des bonnes définitions. Il n'y a pas... Alors, Je moi, crois que Mina, sa définition, elle est très comorialiste. Plutôt humoriste aussi. Johan, moi, c'est un travail. Sauf que si on revient à la définition de travail, on ne peut peut-être considérer le travail s'il n'y a pas une contrepartie financière. voilà, c'est ça, ouais. Elle n'a pas tort, mais non, au final. Non, elle n'a pas tort, c'est un travail. On fournit des efforts. Mais plutôt que le mot travail, c'est plutôt effort. Sachant qu'en fait, comme tu dis, contrepartie financière, elle, quand dit on n'est pas payé à la fin du mois, ça veut dire qu'on n'est pas salarié. Mais il y a des étudiants qui sont boursiers, donc au final, quand tu dis qu'il n'y a pas de contrepartie financière, il y a cette contrepartie financière pour certains étudiants. Mais si on reste dans la définition stricto-juridique, une bourse est une subvention. Ce n'est pas une rémunération. Elle n'a pas tort, hein. Cette définition, elle est correcte. Alors, je vais te donner la mienne. Vas-y. Moi, je perçois que la définition d'un étudiant, c'est une préparation pour intégrer la vie professionnelle. Une préparation pour intégrer la vie professionnelle. Juste ça. D'accord. C'est une personne inscrite dans un établissement pas supérieur mais universitaire. C'est au sens littéral? Ça c'est très intéressant. Parce que vous remarquerez qu'en France, en fait, on a ce qu'on appelle le... Alors, un étudiant qui vient du mot studier signifie, s'applique à apprendre quelque chose. Apprendre quelque chose. Donc, dès lors que vous apprenez quelque chose, vous êtes un étudiant. Vous allez à la madrasa, vous apprenez le Coran, vous êtes un étudiant. Voilà. Vous allez au lycée, au collège, vous êtes un étudiant. Mais cela ne suffit pas en France. Vous apprenez un étudiant, mais vous n'avez pas le statut d'étudiant. Parce que juridiquement, si vous apprenez quelque chose, cela vous ouvre le droit à une bourse. Alors que vous ne pouvez pas avoir la bourse sous prétexte que vous apprenez quelque chose. Donc le statut d'étudiant est lié directement
au droit français pour ouvrir des droits et des obligations. Là, on a une personne qui suit de manière régulière une formation d'enseignement post-secondaire. Regardez le mot post-secondaire. Ce qui veut dire que les lycéens, les collégiens ne sont pas considérés comme des étudiants. Ce sont des écoliers. Donc, ils perçoivent une bourse d'écolière. Donc, il faut apprendre quelque chose. Il faut déjà passer le statut de post-secondaire, donc avoir le bac, ou l'équivalent du bac. Troisièmement, il faut être inscrit dans une université ou dans une grande école. Si vous avez votre carte d'étudiant, là, vous êtes considéré en France comme étant un étudiant. Alors, dans d'autres pays, c'est d'autres définitions. Alors, c'est toute personne qui sont consacrées à l'appréhension, la mise en œuvre, la lecture de connaissances concernant une science, une matière ou un art. Alors, c'est surtout ce mot-là, appréhension. Il est très important. Parce que dès lors que vous appréhendez quelque chose, vous êtes déjà dans un processus de recherche. Ce qui diffère totalement du scolaire, parce que lycée ou collège, le prof il vient, il dispense des connaissances, vous apprenez, on vous interroge, vous répondez aux questions, vous avez votre moyenne. Donc vous n'appréhendez rien. Vous ne faites qu'apprendre ce qu'on vous a dicté, vous les rabâchez. Mais dès lors que vous avez passé le poste secondaire et que vous êtes à l'université, il faut appréhender. Donc dès la première année, vous êtes déjà des primo-chercheurs. Donc l'apprentissage académique ne suffit pas. C'est pour ça que je me tue à répéter. C'est lui qui va à l'université et qui a une moyenne de 10, il est dans la merde. Vous allez avoir votre diplôme, ça c'est sûr, mais il ne sert absolument à rien. Il faut vous remettre en cause. Soit la filière ne vous convient pas, soit vous devez changer votre méthode de travail, parce que la moyenne de 10, une fois que vous aurez fini vos études, vous arrivez sur le marché du travail, vous êtes foutu. Vous n'arriverez jamais, à aucun moment, à établir une stratégie de différenciation pour occuper un poste important. On ne peut pas nommer un top manager, un directeur, une personne qui tout au long de ses études universitaires aura une moyenne de 10. Il ne peut pas se distinguer, c'est impossible. À moins d'être le fils d'eux, c'est impossible. Ça veut dire avoir une moyenne de 10, sincèrement, il faut se remettre en cause. La recherche de connaissances de façon autonome et informelle. Voilà. Il est là le problème. De façon autonome et informelle. Le prof, quand il arrive à la fac, pose son sac, bonjour, et il part. Tu prends note, tant mieux. Tu ne prends pas note, tu te démerdes. Parce que si vous vous rappelez la semaine dernière, le premier séminaire, le docteur l'avait bien mentionné que un professeur d'université a une certaine heure de cours obligatoire, 128 heures ou 248 heures, et le reste, il doit le consacrer à la recherche. Parce que l'Université de La Réunion, il faut comprendre une chose, les subventions allouées aux universités françaises sont votées dans une commission. La commission classe les universités. Plus il y a des réussites, plus il y a d'inscrits, plus les subventions augmentent. Plus il y a des publications dans les journaux internationaux, les livres internationaux, plus il est doté d'une grande dotation. Donc le prof, il vient, il n'a pas le temps d'expliquer aux étudiants le cours. Parce que lui, il doit quitter là, aller faire sa recherche pour pouvoir publier et gagner en galant, être reconnu par ses pairs. C'est pour ça qu'il vient, il parle, tu notes pas, il s'en fout. Parce que tu es un étudiant autonome et informel. Et il ne le dira jamais. Il y a des profs qui expliquent. D'autres, non, ils disent rien. Tu te démerdes. Parce qu'une fois que vous avez eu votre bac, vous vous inscrivez dans une université, vous êtes considéré comme majeur vacciné, même si vous avez 16 ans, 17 ans, vous êtes majeur et vacciné. Donc vous devez avoir une certaine autonomie. La méthode du lycée, ça ne marche pas à l'université, c'est fini. Pire encore, quand on vient de notre pays, ils ont d'autres méthodes, c'est encore pire. Et c'est ce qui cause, parmi les causes des échecs. Parce que là, c'est clair, la notion d'étudiant. Il y a pire que ça. Il y a pire que ça. Ouais, en fait, la méthodologie. Ça, c'est vraiment un truc qu'on souffre beaucoup ici. Ça, c'est sûr. T'inquiète.
Alors, sociologiquement, les sociologues définissent l'étudiant comme la maîtrise d'un ensemble de codes explicites et implicites dans lesquels les lieux et les temps de socialisation silencieuse tiennent une place importante. Socialisation silencieuse, c'est-à-dire le fait que vous êtes autonome, vous êtes dans un mode formel et informel, c'est à vous d'aller chercher les moyens de vous socialiser d'une manière silencieuse, c'est-à-dire qu'on ne vous le dira pas. Si vous vous manifestez, allez vous mélanger avec les autres, vous y arriverez à quelque chose. Mais si vous vous isolez, vous n'y arrivez pas. Et il y a un certain comportement qui est très compréhensible, anthropologiquement parlant, quand un groupe de personnes change de pays pour aller dans un autre, ils s'orientent automatiquement vers les personnes de la même communauté afin de diminuer, de limiter le manque de repères. Donc quand vous quittez les Comores, vous arrivez à La Réunion, automatiquement vous allez chercher les Comoriens, là où ils sont. Et justement, AESF joue ce rôle-là aussi pour accueillir les étudiants comoriens. Ce qui est louable, pour ne pas être trop perdu. Mais le fait de rester entre Comoriens, là l'erreur commence. Parce qu'on ne s'ouvre pas. Attention, je ne vous dis pas de tourner le dos aux Comoriens. Je suis en train de vous dire que vous devez vous socialiser. Et moi, quand je suis arrivé à La Réunion, pareil, à fac de droit, il y a en face du rue, il y a une espèce d'arbre qui est là, les Kabangwe. À 10h pendant la pause, c'était la place des Comoriens. À midi pour le déjeuner, c'était la place des Comoriens. On était tout le temps, toujours à cet endroit-là. On ne se mélangeait jamais, ni avec les créoles, ni avec les malgaches. C'était comme ça. Et il s'étonnait, pourquoi? Il y a toujours des chèques. Parce qu'on ne se socialise pas. On amène nos comportements comoriens, on les amène ici, on les garde et on les amplifie. Je vais développer un peu plus. Donc à la fin, tout ne se passe pas en cours. Et ça, beaucoup le font. On se lève le matin, on va en cours, on revient à la maison pour étudier et on ne sort pas, on ne se mélange pas. Parce qu'on a ses cours, on doit rattraper les retards, etc., etc. Il y a une jeune fille qui est arrivée ici, là, s'appelle Natacha, on l'a présenté, qui est en linguistique, je crois. Et apparemment, elle a demandé à son responsable pédagogique, comme elle a raté 2 mois de cours, si elle y arrivera à rattraper les cours et passer l'examen qui va commencer bientôt. Apparemment, le responsable pédagogique lui a dit, ça ne sert à rien, attends le rattrapage de 2017. Donc le jour de l'examen, il n'y va pas. Elle a pris confiance, c'est son responsable pédagogique, elle vient d'arriver. Est-ce que vous pensez qu'elle a tort ou elle a raison de ne pas y aller? Je pense qu'elle a tort, parce que déjà, si elle ne va pas à l'examen, il faut vraiment qu'elle donne un justificatif. Et en plus, je crois qu'il n'est pas comme en plus, il est là, donc mine de rien, si à l'examen, au lieu d'avoir 0, elle pourrait avoir 1 ou 2, je ne sais rien, mais si elle s'y met maintenant, elle peut avoir quelques points, parce que l'examen, c'est un ensemble de tous les cours durant tout le semestre. Je pense que vraiment, elle a tort de ne pas y aller. Je voulais juste apporter une rectification, parce qu'en fait, le prof ne l'a pas obligé. Oui, il ne l'a pas obligé, il lui a conseillé. Le prof a conseillé. Mais elle l'a pris pour l'argent comptant. Elle a l'autonomie de décider ce qu'elle veut faire. Oui. Bon, en tout cas, le monde extérieur, ils ont des définitions très très précises des choses. Alors, un étudiant qui vient du mot studier signifie, s'applique à apprendre quelque chose. Apprendre quelque chose. Donc, dès lors que vous apprenez quelque chose, vous êtes un étudiant. Vous allez à la madrasa, vous apprenez le Coran, vous êtes un étudiant. Voilà. Vous allez au lycée, au collège, vous êtes un étudiant. Mais cela ne suffit pas en France. Vous apprenez un étudiant, mais vous n'avez pas le statut d'étudiant. Parce que juridiquement, si vous apprenez quelque chose, cela vous ouvre le droit à une bourse. Donc vous ne pouvez pas avoir la bourse sous prétexte que vous apprenez quelque chose. Donc le statut d'étudiant est lié directement au droit français pour ouvrir des droits et des obligations. Là, on a une personne qui suit de manière régulière une formation d'enseignement post-secondaire. Regardez le mot post-secondaire. Ce qui veut dire que les lycéens, les collégiens ne sont pas considérés comme des étudiants. Ce sont des écoliers. Donc, ils perçoivent une bourse d'écolier, d'écolière.
Donc, il faut apprendre quelque chose. Il faut déjà passer le statut de post-secondaire, donc avoir le bac, ou l'équivalent du bac. Troisièmement, il faut être inscrit dans une université ou dans une grande école. Si vous avez votre carte d'étudiant, là, vous êtes considéré en France comme étant un étudiant. Alors, dans d'autres pays, c'est d'autres définitions. Alors, c'est toute personne qui sont consacrées à l'appréhension, la mise en œuvre, la lecture de connaissances concernant une science, une matière ou un art. Alors, c'est surtout ce mot-là, appréhension. Il est très important. Parce que dès lors que vous appréhendez quelque chose, vous êtes déjà dans un processus de recherche. Ce qui diffère totalement du scolaire, parce que lycée ou au collège, le prof il vient, il dispense des connaissances, vous apprenez, on vous interroge, vous répondez aux questions, vous avez votre moyenne. Donc vous n'appréhendez rien. Vous ne faites qu'apprendre ce qu'on vous a dicté, vous les rabâchez. Mais dès lors que vous avez passé le poste secondaire et que vous êtes à l'université, il faut appréhender. Donc dès la première année, vous êtes déjà des primo-chercheurs. Donc l'apprentissage académique ne suffit pas. C'est pour ça que je me tue à répéter. C'est lui qui va à l'université et qui a une moyenne de 10, il est dans la merde. Vous allez avoir votre diplôme, ça c'est sûr, mais il ne sert absolument à rien. Il faut vous remettre en cause. Soit la filière ne vous convient pas, soit vous devez changer votre méthode de travail, parce que la moyenne de 10, une fois que vous aurez fini vos études, vous arrivez sur le marché du travail, vous êtes foutu. Vous n'arriverez jamais, à aucun moment, à établir une stratégie de différenciation pour occuper un poste important. On ne peut pas nommer un top manager, un directeur, une personne qui tout au long de ses études universitaires aura une moyenne de 10. Il ne peut pas se distinguer, c'est impossible. À moins d'être le fils de, c'est impossible. Ça veut dire avoir une moyenne de 10, sincèrement, il faut se remettre en place. La recherche de connaissances de façon autonome et informelle. Voilà. Il est là le problème. De façon autonome et informelle. Le prof, quand il arrive à la fac, pose son sac, bonjour, et il part. Tu prends note, tant mieux. Tu ne prends pas note, tu te démerdes. Parce que si vous vous rappelez la semaine dernière, le premier séminaire, le docteur l'avait bien mentionné que un professeur d'université a une certaine heure de cours obligatoires, 128 heures ou 238 heures, et le reste, il doit le consacrer à la recherche. Parce que l'Université de La Réunion, il faut comprendre une chose, les subventions allouées aux universités françaises sont votées dans une commission. La commission classe les universités. Plus il y a des réussites, plus il y a d'inscrits, plus les subventions augmentent. Plus il y a des publications dans les journaux internationaux, les livres internationaux, plus il est doté d'une grande dotation. Donc le prof, il vient, il n'a pas le temps d'expliquer aux étudiants le cours, parce que lui doit quitter là, aller faire sa recherche pour pouvoir publier et gagner en galant, être reconnu par ses pairs. C'est pour ça qu'il vient, il parle, tu notes pas, il s'en fout. Parce que tu es un étudiant autonome et informel. Et il ne le dira jamais. Il y a des profs qui expliquent, d'autres, non, ils disent rien. Tu te démerdes. Parce qu'une fois que vous avez eu votre bac, vous vous inscrivez dans une université, vous êtes considéré comme majeur vacciné, même si vous avez 16 ans, 17 ans, vous êtes majeur et vacciné. Donc vous devez avoir une certaine autonomie. La méthode du lycée, ça ne marche pas à l'université, c'est fini. Pire encore, quand on vient d'un autre pays, ils ont d'autres méthodes, c'est encore pire. Et c'est ce qui cause, parmi les causes des échecs. Parce que là, c'est clair, la notion d'étudiant. Il y a pire que ça. Il y a pire que ça. Ouais, avec la méthodologie. Oui. Ça, c'est vraiment un truc qu'on souffre beaucoup ici. Ça, c'est sûr. T'inquiète. Alors, sociologiquement, les sociologues définissent l'étudiant comme la maîtrise d'un ensemble de codes explicites et implicites dans lesquels les lieux et les temps de socialisation silencieuse tiennent une place importante. Socialisation silencieuse, c'est-à-dire le fait que vous êtes autonome,
vous êtes dans un mode formel et informel, c'est à vous d'aller chercher les moyens de vous socialiser d'une manière silencieuse, c'est-à-dire qu'on ne vous le dira pas. Si vous vous manifestez, allez vous mélanger avec les autres, vous y arriverez à quelque chose. Mais si vous vous isolez, vous n'irez nulle part. Et il y a un certain comportement qui est très compréhensible, anthropologiquement parlant, quand un groupe de personnes change de pays pour aller dans un autre, ils s'orientent automatiquement vers les personnes de la même communauté afin de diminuer, de limiter le manque de repères. Donc quand vous quittez les Comores, vous arrivez à La Réunion, automatiquement vous allez chercher les Comoriens, là où ils sont. Et justement, AMSF joue ce rôle-là aussi pour accueillir les étudiants comoriens. Ce qui est louable pour ne pas être trop perdu. Mais le fait de rester entre Comoriens, là l'erreur commence. Parce qu'on ne s'ouvre pas. Attention, je ne vous dis pas de tourner le dos aux Comoriens. Je suis en train de vous dire que vous devez vous socialiser. Et moi, quand je suis arrivé à La Réunion, pareil, à fac de droit, il y a en face du rue, il y a une espèce d'arbre qui est là, les Kabangwe. À 10h pendant la pause, c'était la place des Comoriens. À midi pour le déjeuner, c'était la place des Comoriens. On était tout le temps, toujours à cet endroit-là. On ne se mélangeait jamais, ni avec les créoles, ni avec les malgaches. C'était comme ça. Et ils s'étonnaient, pourquoi? Il y a toujours des chèques. Parce qu'on ne se socialise pas. On amène nos comportements comoriens, on les amène ici, on les garde et on les amplifie. Je vais développer un peu plus. Donc à la fin, tout ne se passe pas en cours. Et ça, beaucoup le font. On se lève le matin, on va en cours, on revient à la maison pour étudier et on ne sort pas, on ne se mélange pas. Parce qu'on a ces cours, on doit rattraper les retards, etc., etc. Il y a une jeune fille qui est arrivée ici, là, s'appelle Natacha, on l'a présentée, qui est en linguistique, je crois. Et apparemment, elle a demandé à son responsable pédagogique, comme elle a raté 2 mois de cours, si elle y arrivera à rattraper les cours et passer l'examen qui va commencer bientôt. Apparemment, le responsable pédagogique lui a dit, ça ne sert à rien, attends les rattrapages de 2017. Donc le jour de l'examen, il n'y va pas. Elle a pris confiance, c'est son responsable pédagogique, elle vient d'arriver. Est-ce que vous pensez qu'elle a tort ou elle a raison de ne pas y aller? Je pense qu'elle a tort, parce que déjà, si elle ne va pas à l'examen, il faudra qu'elle donne un justificatif. Et en plus, je crois qu'il n'est pas comme non plus si elle est là, donc mine de rien, si à l'examen, au lieu d'avoir 0, elle pourrait avoir 1 ou 2, je sais rien, mais si elle signait maintenant, elle pourrait avoir quelques points, parce que l'examen, c'est un ensemble de tous les cours durant tout le semestre. Je pense que vraiment, elle a tort de ne pas y aller. Je vais juste apporter une rectification, parce qu'en fait, le prof ne l'a pas obligé. Oui, il ne l'a pas obligé, il lui a conseillé. Le prof a conseillé. Il a conseillé, mais elle l'a pris pour la chambre comptant. Elle a l'autonomie de décider ce qu'elle veut faire. Oui. Bon, en tout cas...